pouvoir continuer avec SCP-186. SCP-186, mettre fin à toutes les guerres. Bah justement, on parlait de guerre. Voyons voir ce qu'il nous propose, lui. Et pour information, à la base, une troisième bombe qui avait été prévue avant la fin par l'accord de paix. Oui. Normalement, il y avait une troisième bombe qui était prévue d'être envoyée au Japon, mais au final, le Japon a capitulé avant de se prendre la troisième bombe. Mais effectivement, il y a... Après, tu vois, quand tu lances une bombe, d'accord, 2 bombes, ok, mais là, en sachant que tu prends 2 bombes d'affilée, bah, tu comprends très vite que si tu ne capitules pas, tu vas t'en prendre une 3e. Et potentiellement une 4e, et une 5e, et une 6e, jusqu'à ce que tu capitules. Donc, on va peut-être s'arrêter à partir de 2. Même si, moralement parlant, je trouve ça quand même immonde de la part des États-Unis d'avoir fait un coup pareil. T'as d'autres moyens de mettre fin à une guerre, quoi. Mais là... C'est pas comme si, tu vois, ils avaient bombardé un palais royal ou quoi que ce soit. Non, là, ils ont vraiment ciblé des civils au hasard. Moi, c'est ce que je trouve le plus horrible dans une guerre. C'est le fait, en fait, que tu bombardes des villes sans même prendre en compte les gens, en fait, qui y vivent. Et au final, bah, tu te retrouves avec des milliers de morts comme ça. C'est vraiment le pire truc. Moi, C'est pour ça que je suis assez contente de la période dans laquelle moi je vis et dans le pays dans lequel je vis. Parce que moi, je plains énormément tous ceux qui vivent des guerres en ce moment. Tous. Je déteste les commandants. Parce qu'en général, ils sont jamais sur le front. C'est toujours les soldats. Donc les soldats, eux, c'est... Malheureux, c'est ce qui leur arrive, parce que ça te fait faire des traumatismes après derrière, pour certains. Mais le pire, c'est les civils. Parce que les civils, ils sont pas entraînés à survivre à ce genre de choses. Bref, on ferme cette parenthèse. Alors, mais mettre fin à toute guerre, comment est-ce que tu comptes le faire, toi, qui est un SCP de type Euclide? Et là, on a une photo, le site de SCP-186 lors du confinement initial, le 9 octobre 1917. Bah, en sachant que la Première Guerre mondiale, elle a fini 1 an plus tard. 1917, ça serait plus Bah non, c'est le début de la révolution bolchevique. Et c'est le début de l'entrée de guerre des États-Unis. Alors, par contre, il va nous falloir quelques explications, là. Alors, SCP-186, c'est le site d'un engagement militaire non répertorié survenu le 24 juillet 1917. Du 24 juillet 1917 au 13 août 1917. D'accord, donc ça a duré un peu moins d'1 mois. Entre les éléments de l'armée impériale allemande... Pardon. Et les forces du gouvernement provisoire de Russie, dans le cadre de la Première Guerre mondiale, et des effets persistants qui en furent les conséquences. Ce conflit fut connu par ceux qui y participèrent et survécurent sous le nom de bataille des bois Alors moi je lis Usiatin, mais ça doit certainement pas se prononcer comme ça, et pardon. En juillet 1917, un engagement armé entre un détachement d'environ 500 soldats allemands et les vestiges d'une division russe éparpillée pendant la contre-attaque de l'offensive Kerensky se produisit à l'emplacement du SCP. Les forces se firent face sur un terrain très boisé à l'extérieur de la ville d'Usiatin, de nos jours Luzblach de Ternopil en Ukraine. D'accord, donc ça se passe en Ukraine. Dans chaque camp, les combattants déployèrent du matériel de guerre anormal, exploitant une technologie encore impossible à reproduire, toujours incomprise de nos jours.
Cette bataille entraîna finalement la mort ou la neutralisation permanente des forces impliquées et approximativement 300 civils dans les environs immédiats. SCP-186-1 représente le matériel de guerre récupéré datant du confinement initial du SCP en 1917 et comprend ce qui suit. Une arme fortement modifiée ressemblant à une mitrailleuse Skoda M1909 capable d'occasionner sur les corps une poussée extrêmement rapide de kystes semblables à des tumeurs, et ceci sur tout organisme plus gros qu'un rat de laboratoire commun. D'accord, donc là on a une mitrailleuse qui te fait des kystes sur le corps. Très bien. Des obus de mortier conçus pour être tirés à partir d'un mortier de 58 mm de type 2 contenant un gaz qui provoque l'incapacité des cellules à stopper leur fonction vitale. Attends. Qui provoque l'incapacité des cellules à stopper leur fonction vitale. D'accord, donc en gros, les cellules ne peuvent pas mourir. Et ça, c'est grave. Parce que il faut savoir que le corps se régénère constamment. Les cellules, elles meurent et elles se remplacent instantanément. Et ça, c'est un truc qui se produit tout le temps dans ton corps. Donc là, le fait est que ça stoppe que ça empêche les cellules de stopper leur fonction vitale, donc ça les empêche de mourir. Bah du coup, ça veut dire que les vieilles cellules restent encore actives, mais les autres cellules, donc on va dire les plus jeunes entre guillemets, doivent certainement continuer de se multiplier. Donc t'as un effet un peu de surpopulation de cellules qui doit te faire gonfler certainement de la... Ah, ça doit être horrible. Ah, quelle horreur. Et ça, c'est provoqué par un obus qui lance un gaz. Et c'est le gaz qui provoque ça. Ok. On a un concertina relié à un composé hallucinogène inconnu qui affecte de façon permanente les sujets de tests humains en pénétrant le système sanguin. Alors, je sais pas ce que c'est un concertina, mais du coup, donc en gros, ça provoque des hallucinations permanentes sur les hommes parce que ça pénètre du coup le système sanguin. Ok. Les débris d'un dispositif incendiaire inconnu dont on estime qu'il fut déclenché à la fin du conflit et qui représente près de 34% des victimes au total. Wow. Ah, et ça doit certainement expliquer l'état de la forêt alors. On a aussi des grenades British Empire issues numéro 27, type contenant un gaz capable de passer à travers tous les systèmes de filtration de masques à gaz testés, provoquant chez l'homme l'impression d'être constamment en feu. Oh, ça doit être horrible ça aussi. Et des cartouches de fusil français 8 x 50 mm R contenant de la poudre d'os d'origine humaine. Usage inconnu. Donc en gros, ils ont réussi à créer Attends, ça contenait des os humains? Ah non, il y avait de la poudre. Ah, c'est ça, donc en fait, ils ont... En fait, c'est des cartouches de fusil, mais certainement que les balles, bah, c'était pas de la poudre à canon qu'il y avait dedans, c'était des os humains réduits en poudre. Une façon comme une autre de recycler un cadavre, quoi. Ok. Donc on a SCP-186, qui est du coup le terrain où s'est déroulée cette bataille, qui a duré moins d'1 mois. SCP-186-1, qui sont du coup toutes les armes qui ont été répertoriées, on va dire, et qui sont originales, on va dire, et qui vont potentiellement être interdites si jamais reproduites.
Ok, très bien. Continuons. Les documents historiques précisent que le détachement allemand impliqué dans la bataille des bois du Chiatka, sous le commandement du colonel de militaires hongrois nommé Matthias... moi, je prononce ça Matthias Nemes. Pardon, ok. Donc, c'est ce monsieur ici présent. Poursuivait spécifiquement ce groupe de forces russes en déroute qui, à l'époque, comprenait le scientifique français, le docteur Jean Durand. Sur la base de documents d'époque, supprimés depuis la fondation, on estime que ces deux individus sont responsables du développement et de la production limitée des armements. Et ont fait en sorte de se trouver dans des camps opposés sur le front Est, dans l'unique but de déployer ces armes en situation de combat. Attends, stop. T'es en train de me dire que, concrètement, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tu avais Jean-Michel Mathias d'un côté et Jean Durand de l'autre côté, qui ont développé tous les deux de leur côté des armements assez chelous. Et le hasard a fait que ils se sont retrouvés exactement au même endroit. Enfin, du coup, Jean Durand, il était avec le groupe des forces russes, qui était du coup en fuite. Le groupe de Mathias, il les a rattrapés. Et comme par hasard, c'est ces deux personnes qui ont développé des armes cheloues qui se sont retrouvées et qui se sont du coup entretuées. Ok. Alors moi, du coup, là, de ce que j'ai pour le moment, j'ai deux questions. Un, Jean Durand est un nom bien, mais bien français. Franchement, plus français de ça. Surtout que Durand, ça doit certainement être l'un des noms de famille les plus courants en France. Mais plus français que ça, tu meurs, quoi. Avec Dupont. Donc du coup, ouais, question. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'historique de recherche vis-à-vis de ces armes? Alors, vous allez me dire, la Fondation les a certainement détruites, ou récupérées, ce qui est certainement possible. Mais dans ce cas, deuxièmement, pourquoi est-ce que ces armes sont uniquement avec le SCP? Est-ce que, par le pur des hasards, ils ont développé ces armes, et c'était la première utilisation de ces armes pour les deux camps? Alors, peut-être... c'est pas improbable. C'est pas improbable. Si c'est ça, bah écoutez, la chance du destin. La chance du destin. Le seul truc que je comprends pas dans l'histoire, faut que je relise un coup. Déjà, c'est un site militaire qui est pas répertorié. Alors, je pense que c'est à cause du fait que, justement, comme l'armée russe, on va dire, enfin, c'est plutôt les forces russes étaient en train de fuir, et l'armée allemande les a rattrapés. Donc, c'était un peu en mode... bon, ils nous ont rattrapés, on est obligé de les buter, là, parce qu'ils nous lâchent pas la grappe. D'accord. Mais du coup... le fait est que ça soit non répertorié, c'est bizarre. La bataille est non trouvable dans la liste de batailles. En vrai de vrai, d'un autre côté, c'est pas si étonnant que ça, parce que c'est un truc qui a duré moins d'un mois. Alors que tout bon, les guerres de tranchées de Verdun, ça a duré beaucoup plus longtemps. Même si ça fait... Il y avait 500 soldats et 300 victimes civiles aussi. Mais en soi, tu vois, par rapport à d'autres batailles, c'est pas beaucoup, quoi. Donc, en vrai, pour une bataille qui a duré si peu de temps, ça serait pas si étonnant que ça. Ça serait pas étonnant, en fait, que la bataille soit même inconnue de la part des autorités.
Même si je trouverais ça chelou par rapport à l'utilisation des armes. Parce que t'as forcément un commandant au-dessus qui a dit « Je veux que tu me développes ce type d'arme. » Donc, un obus qui te fait halluciner jusqu'à la fin de tes jours, par exemple. Il y a un truc qui est bizarre. Il y a un truc qui est bizarre, en fait. Du coup, on va passer au confinement. Bon, le confinement, il doit pas être trop compliqué, je pense. Procédure de confinement spécial. Le site du SCP étant composé approximativement d'une zone de 400 km², doit être fermé au public sous les auspices d'une initiative de restauration de l'habitat du bison européen. D'accord, donc ils ont utilisé le terrain où s'est déroulée la bataille et ils en ont fait un site, un site où on peut en fait réhabiliter des bisons. Ce qui est faux, bien évidemment. Un périmètre de sécurité automatisé doit être établi et contrôlé par une équipe de sécurité sur le site 355. Le personnel de sécurité doit effectuer des rondes du SCP toutes les 2 semaines. Tout phénomène anormal observé dans le périmètre de sécurité doit être documenté et signalé au directeur de recherche. Toutes les sources principales d'informations concernant les événements du SCP ont été sécurisées par la Fondation. Bon, ça, c'est classique. Ces données doivent être stockées aux archives du site 23. Étant donné la vétusté de ces données, qu'est-ce que c'est que ce mot encore? Mais... Vétusté? Abîmé par le temps. Ok. Ça veut dire que ça a été abîmé par le temps. Étant donné de l'état du coup déplorable, on va dire, des données et leur potentiel de détérioration, tout accès à ces documents doit être approuvé par l'archiviste du site 23 et manipulé selon ses instructions. Tu mets tes gants, tu fais attention, tu le prends à 2 doigts et tu tournes les pages avec une délicatesse comme si tu manipulais un bébé. Très bien. Dans tous les cas, du coup, les armes du coup doivent être sécurisées dans l'extension des munitions du site 23. Ok. Après, pour moi, le SCP n'est pas anormal en lui-même. J'ai pas l'impression... En fait, c'est ça qui est un peu bizarre, en fait, parce que... En fait, ce qui est anormal dans l'histoire, c'est les armes. La bataille en soi... Alors, à moins que l'effet des armes ait encore un impact sur l'environnement, ce qui est possible. On est quand même sur un gaz hallucinatoire à vie. On est quand même aussi... Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un truc avec des kystes. En fait, c'est pas impossible qu'on retrouve des débris des armes ou alors des conséquences des armes sur l'environnement lui-même. Donc c'est pas impossible que du coup le SCP principal du coup ça soit le lieu qui doit être encore, à mon avis, qui doit encore bien sentir la guerre. Et après il y a eu les armes derrière quoi. Pour moi la meilleure classe pour lui c'est la classe éparque. L'objet n'est pas normal, mais il est lié. Ah, pas mal. Pas mal. Bah en fait, en soi, ça marche et en même temps, ça marche pas. Ça aurait marché si ils avaient classé uniquement le terrain en tant que SCP-186. Le fait est qu'ils aient ajouté la notion de SCP-186-1 pour les armes. Bah là, les armes, elles sont complètement paranormales. Et la Fondation, qui a, comme d'habitude, comme des imbéciles, ont essayé de reproduire ces armes, mais n'ont jamais pas réussi. Donc, le lieu en lui-même, je pense qu'il n'est pas paranormal, ou en tout cas, s'il est, ça doit certainement être les conséquences de la bataille. Donc certainement encore du gaz, ce genre de choses qui doit être diffusé, parce que je vous rappelle qu'il a fallu quand même plusieurs années, par exemple. Je sais qu'à Verdun, par exemple, tout le terrain n'a pas été déminé. Ça, c'est vrai. À Verdun, à l'heure actuelle, j'y suis allée plusieurs fois. On nous a bien expliqué, surtout
marcher sur le chemin parce que il y a des endroits où c'est pas encore déminé. Il y a des endroits où il y a encore des bombes dans la terre et qui peuvent potentiellement exploser. Alors certainement pas dans les lieux touristiques maintenant aujourd'hui, mais il y a certains endroits où encore aujourd'hui on fait très attention parce que tu peux potentiellement avoir des mines. Donc, je pense que le lieu en lui-même doit quand même être un minimum SCP parce qu'il doit encore y avoir des traces dans l'environnement des SCP, des armes du coup, mais en soi, effectivement, le lieu en lui-même n'est pas un SCP. C'est juste que il peut être considéré comme un SCP parce qu'en fait, le problème, c'est que je suppose qu'il y a eu un problème administratif qui a fait que t'as pas de traces écrites ou alors très très peu sur cette bataille. Mais moi, encore une fois, le truc que je trouve le plus bizarre, c'est le fait est que t'as aucune trace de ces armes. Ou alors, à mon avis, le peu de renseignements que tu as, bah, elles ont été récupérées par la Fondation. Et encore, étant donné l'état dans lequel sont ces documents, ce qui est très étonnant, c'est pas impossible qu'on les ait retrouvés sur le site. C'est pas impossible qu'on les ait retrouvés sur le site du SCP. Et que la bataille a fait que les documents ont été dégradés. Alors, journal de recherche... Oh alors, attendez, c'est le... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, à mon avis... La notion de 1, ça représente toutes les armes, et peut-être que le 7, du coup, ça serait les cartouches de fusil avec de la poudre de type os humain. Attendez, journal de recherche 187-7, anomalie notoire considérée sur la zone. Oh! Donc il y aurait des anomalies même sur la zone, en fait. Donc non, il semblerait que la zone soit potentiellement un SCP aussi. On va voir. Ah oui, mais les recherches, elles datent de très longtemps. Je pense que le SCP, ça doit certainement être l'un des tout premiers SCP qui a été confiné. Après le confinement, c'est après la fin de la bataille qui est écrit avec la photo. La bataille, elle s'est finie en août et le confinement a débuté 2 mois plus tard, en octobre. Ça voudrait donc dire qu'à l'époque déjà, il y a des traces des armes. Ça veut dire que déjà à l'époque, la Fondation avait eu vent des armes et a eu vent du site. Ok. Donc là, on a les recherches. La première qu'on a, elle date du 11 avril 1923. Une zone de 3 km² dans la partie sud-est du SCP subit une mortalité spontanée des arbres. La décomposition se produit dans un laps de temps très rapide et la zone est complètement vierge d'arbres et d'autres formes de vie végétale en 2 semaines. D'accord. Oh putain, c'est à l'américaine. Donc en fait, non, c'est pas le 11 avril, c'est le 4 novembre. Oh, les enfoirés. Donc le 13 janvier 1927. Malgré les températures constantes à moins 15 degrés, aucune neige n'est visible sur la partie centrale du site. Les températures mesurées sur le site sont cohérentes avec les alentours. Le 2 septembre 1932. Des détonations sporadiques d'armes à feu sont enregistrées sur le site, malgré l'absence d'observation de quelconque présence humaine. Les détonations persistent pendant 3 jours. Le 30 mai 36. Les agents Tchekhov et on ne sait pas qui ne reviennent pas d'une patrouille de routine du SCP. Aucune trace ni de l'un ni de l'autre n'est retrouvée. Ah non, il y a quand même des trucs chelous qui se passent en fait. Il y a des trucs chelous qui se passent.
Le 15 mai 41. Agissant de concert avec des agents de renseignement incorporés au troisième R, le personnel de la Fondation évacue le SCP devant l'avancée de l'opération Barbarossa. En conséquence du démantèlement des postes d'observation, une lueur faible visible d'une distance de 150 mètres se déplace à travers le site selon le personnel. Impossibilité d'obtenir une confirmation visuelle avant de quitter le site. Donc en fait, quand la Fondation a été obligée de démanteler le site d'observation à cause de l'avancée des Allemands avec l'opération Barbarossa, du coup, c'était le moment où l'Allemagne a commencé à envahir la Russie. Et bien en fait, il y a une toute petite lueur qui a été observée sur le site et qui s'est baladée dans le site comme si c'était l'âme du site. Bizarre. Normal, si le feu est un peu anormal parce qu'il y en a eu plusieurs armes anormaux sur le lieu. Oui, c'est ça. Donc en fait, moi je pense que c'est les manifestations de la guerre, hein, ce qui est normal. Hein. Il a fallu carrément un bon millénaire pour que Verdun redevienne vert. Hein. Ce qui est normal. C'est les conséquences de la guerre. Hein. Et avant Verdun, c'était tout plat. C'était tout plat avant. Maintenant, c'est plein de bosses. Donc c'est normal, et je pense qu'étant donné que ce sont des armes un peu anormales qui a été complètement anormales, qui a été utilisées pendant cette bataille, c'est pas impossible que le site ne soit jamais décontaminé des armes. Bonjour monsieur. Bonjour docteur Jean Durand. Bonjour. Nous sommes sur le 29 octobre 45. Le confinement du SCP est rétabli. Attends. 29 octobre 45. Oui, c'est bon, la guerre était finie. Après débat avec les officiers de l'Union soviétique. Lors de la première patrouille suivant le reconfinement, 13 corps vêtus des uniformes et des insignes de la 4e armée Panzer et 27 corps vêtus d'uniformes de la 22e armée soviétique sont découverts dans un état de décomposition avancé. Aucune identification formelle n'est faite. Tous les documents et les insignes ont été enlevés avant le confinement de la Fondation. Oh, donc ils ont trouvé des corps. Soit des personnes qui se sont trouvées là pendant la guerre, ce qui n'est pas impossible, soit un truc un peu plus mystérieux. Le 19 février 59. Suite à la formation d'un imposant gouffre dans la partie nord-est du SCP, 4 hommes sont repérés en train d'errer au sein de cette zone dans un état de désorientation extrême, vêtus dans ce qui sera identifié plus tard comme des uniformes très abîmés datant de la Première Guerre mondiale, aussi bien allemands que russes. Les sujets furent détenus et dirigés vers le site 23 pour des recherches approfondies. Attends, quoi? T'es en train de me dire que là, on a récupéré des personnes qui ont participé à la bataille? Ils étaient pas censés être tous morts? What? Et deux mois plus tard, le 2 avril, après avoir réalisé une fouille étendue du gouffre de la partie nord-est du site, 23 personnes sont découvertes enterrées à une profondeur de 15 mètres dans une fosse commune. Vivantes malgré les décennies d'emprisonnement et diverses blessures. Comme les sujets découverts plus tôt, la plupart sont vêtus de vestiges d'uniformes de la Première Guerre mondiale et sont considérés comme ayant participé à l'événement initial du SCP, donc pendant la bataille. Des recherches poussées par le site 23 ne produisent que peu de renseignements, les sujets étant incapables de fournir des informations valables ou de communiquer avec le personnel de la Fondation à cause de graves traumatismes psychologiques et de profonds désordres mentaux. Le personnel de la Fondation entreprit d'euthanasier les sujets après 3 semaines de recherche.
mais échoua à chaque tentative. Les sujets furent donc endormis, anesthésiés, puis incinérés. Est-ce que c'est pas un effet contradictoire aux bombes qui annulent le fait que les cellules en fait ne peuvent pas sauter la vie. Du coup, ils sont devenus immortels. En soi, techniquement, oui, ça se peut. Hein. Parce que du coup, le cœur peut plus jamais s'arrêter, le cerveau non plus. Donc en fait, ils ont survécu pendant des années parce que leurs cellules ne peuvent plus mourir. Mais du coup, ça voudrait dire que Mais attends, ça veut dire que concrètement parlant, ça voudrait dire que la multiplication des cellules aussi a été arrêtée. Sinon, c'est pas logique. Et en plus, bon, un gros traumatisme psychologique, ça c'est normal. Mais après, peut-être qu'ils subissent aussi les effets du gaz. Durand est un fou sur la photo. Moi, il me fait peur, hein. Il me fait peur. Il me fait peur. Pour vous, question. Est-ce qu'il sourit? Moi, parfois, je détourne le regard, j'ai l'impression qu'il me sourit, puis après, d'un seul coup, il arrête de sourire. Parfois, je le vois sourire, parfois, je le vois pas sourire. Mais la fondation, du coup, ouais, elle pouvait pas avoir de... À mon avis, quand tu sors d'une guerre comme ça, tu peux pas. Tu peux pas. Heureusement qu'ils les ont on va dire euthanasiés d'une autre manière, quoi. Parce que l'euthanasie, du coup, ça marche pas sur eux. Le 29 juillet 1962, après une rénovation des bâtiments de confinement, le périmètre de sécurité du SCP se révéla être plus long de 85 mètres. L'enquête qui suit exclut une erreur de transcription comme étant la source de cette contradiction. Ok, bon. Rien de grave. Le 13 décembre 1975, des événements météorologiques localisés se produisent complètement et exclusivement à l'intérieur du SCP. Ceux-ci comprennent des vents soutenus jusqu'à 120 km/h, des précipitations de 20 cm et des températures atteignant parfois 48 degrés. C'est en Ukraine, hein, je rappelle. 48 degrés, t'atteins ça maintenant pendant la canicule. Et encore dans une forêt, vas-y quoi. Le 12 août 87, des meutes de loups totalisant une estimation de 200 individus se déplacent vers le SCP. Ce groupe se regroupe au centre du site et se disperse immédiatement. Attends, mais il y a vraiment des trucs... En fait, on disait qu'il y avait que les armes qui sont chelous, mais en fait non. Le site en lui-même est chelou. Effectivement, si t'as des loups qui d'un seul coup arrivent, qui décident de faire une réunion générale, comme ils font dans le livre de la jungle pour qu'après ils se dispersent, c'est pas naturel ça de la part des loups. Le 3 mars 2009, un bosquet de 3 épinettes est observé dans la partie sud-est déboisée de la zone. Premier signe de vie végétale depuis l'événement de 1923. L'âge estimé des arbres est de 50 ans. D'accord, donc en fait, des années du coup plus tard, la vie a repris son chemin sur au moins la partie sud-est de l'arbre. Mais du coup, c'est pas des petits arbres, c'est des arbres de 50 mètres qui sont poussés du jour au lendemain. Salut. Bonsoir le Faucon Noir, bienvenue dans le chat, bienvenue à toi. D'accord, donc là... Ah oui, mais en fait, ça remet en cause complètement ce qu'on disait depuis le début. Le site en lui-même est chelou. Certainement à cause de la bataille et des armes. Mais du coup, tout ça... ça a fait de la merde. Ça a fait de la merde sur l'environnement même, en fait, du truc. Et du coup, bah, il se passe des trucs chelous. Et ils ont retrouvé des corps vivants. Petit pouce bleu, KLM. Comme d'habitude, comme d'habitude. Attends, mais... Au
Autant le coup des problèmes météorologiques et tout, je peux comprendre. C'est normal, par rapport à une bataille, t'as toujours des problèmes après derrière sur l'environnement. Mais ils ont retrouvé des gens vivants depuis des décennies. Et ils ont été enterrés vivants. Par qui, je sais pas. La seule chose que je dirais, je suis bien contente que le docteur Jean Durand est mort. Parce que c'est lui qui est à l'origine de la plupart de ces armes. Et je suis contente qu'un génie du mal comme ça, il soit mort. Parce que j'imagine pas les autres dingueries qu'il aurait pu nous sortir de son chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Transcription des documents choisis du... Ah, d'accord. Donc, il y a une partie des documents au sujet de la bataille, au sujet du site, qui ont été retranscrits dans son rapport. Alors, document 186-3, un papier faisant la réclame d'une lecture donnée par le docteur Durand en mai 1911 au Royal Institute of Chemistry. Pardon. Chemistry. Alors, pour mettre fin à toute guerre, le nom du SCP, une présentation par le professeur invité, le docteur Jean Durand, ancien de l'Académie des sciences. Tu m'as l'air bien jeune, hein. Bon, après, ça doit être une vieille photo, hein, elle est en noir et blanc, donc ça ne m'étonnerait pas. Sur l'annonce d'une science moderne créatrice d'armes tellement dissuasives qu'elles rendront les guerres futures caduques. Alors, non. Non. C'est pas parce que tu fais des armes aussi cheloues que ce que tu as inventé que ça va mettre fin à une guerre. Non. On n'a jamais inventé pire, mais c'est pas la bombe nucléaire qui a mis fin aux guerres, hein. J'ai envie de te dire, donc non. Ça, c'est un... Malheureusement, je suis désolée pour toi, mais c'est un peu con-con comme idée. Le docteur Durand s'expliquera sur la convergence de la chimie, de la balistique, l'aliénation et d'autres domaines scientifiques émergents qui s'efforcent de permettre à l'humanité d'inaugurer un nouvel âge de paix et de modernité. Bah, t'étais très avant-gardiste en tout cas. Ça, j'ai envie de te dire, là, même les peintres, même les artistes, là, ils étaient pas aussi avant-gardistes que toi. Là, toi, t'as le record, hein. D'accord, donc en fait, d'où le nom du SCP, en fait, l'objectif du docteur Durand, c'était de faire des armes tellement puissantes qu'elles mettraient fin à toutes les guerres. Dissuasant, en fait, les gens. Sauf que le problème, en fait, de ça, c'est que pour que ça dissuade les gens de rentrer en guerre, il faut que tous les pays la possèdent. Et malgré ça, t'auras quand même des guerres. La preuve, on a la bombe atomique aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui ont la bombe atomique, il y a encore des guerres. On se souvient tous de la période de la guerre froide, où ça faisait la guerre sans que ça soit vraiment la guerre entre les États-Unis et l'URSS. C'est pas vraiment ça qui a fait que ça a stoppé toutes les guerres du monde, hein. L'homme fera toujours la guerre. L'homme fera toujours la guerre. Moi, c'est un truc, j'en suis convaincue, parce que ça soit des guerres de territoire... Tout con. Je sais pas si vous connaissez la série que moi j'aime énormément. C'est une série historique qui s'appelle La Guerre des Trônes. Ça raconte ça raconte en fait l'histoire de France, l'histoire des rois de France et aussi du coup de l'Europe en conséquence depuis le Moyen-Âge. Et la série pour le moment s'est arrêtée à Louis XIV, mais ça continue encore un peu. À peu près. Et en fait, tu vois tous les rois qui se sont succédés.
toutes les guerres qui se sont passées, tous les mariages qui se sont produits pour stabiliser les pays, faire des alliances et tout le bordel. Et c'est quand tu regardes cette série, bah en fait, tu te dis... Bah en fait, par exemple, c'est tout con. À un moment donné, le roi de... Je crois que c'était Louis XIII. Il avait marié sa sœur au roi d'Espagne. Bah écoutez, ça n'a pas empêché le roi d'Espagne d'aller conquérir des territoires français. Hein. Ça l'a pas empêché. Pourtant, c'était un mariage d'alliance pour que l'Espagne et la France soient alliées le temps de ce mariage. Mais concrètement, t'auras beau faire des alliances, on te mettra quand même un coup de couteau dans le dos. Il y aura toujours des guerres. C'est dans la nature de l'homme, c'est ça. C'est complètement dans la nature de l'homme. L'homme est un animal territorial. Et ambitieux. Il va pas bien s'il y a que du bon autour de lui. Bah c'est ça. C'est un but vraiment magnifique. Mais ça se fera jamais. Jamais. Il y aura toujours des guerres. Document numéro 11. Tribune publiée dans l'édition du 2 janvier 1912 au quotidien hongrois. Je suis désolée pour la prononciation. Moi, je lis Nebzava. Signé par notre cher commandant. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre commandant? D'ailleurs, attendez. Merci. On va baisser ça. À mes concitoyens et à son Altesse l'empereur Franz Joseph. Il est vrai que la plus grande réussite des hommes est l'unification d'un grand nombre de peuples si disparates, dans un dessein inarrêtable. Cela va sans dire que notre magnifique royaume incarne ce principe indéniable, de Vienne jusqu'à Budapest. Mais il en existe aussi bien à l'intérieur de nos territoires et ailleurs sur le continent, qui nous verraient comme un millier d'échardes éparpillées et qui se dresseront sur la voie de notre destinée. Bah écoute, si ton destin c'est de conquérir le reste de la planète, et bienvenue chez Serpentard, mon ami. Que faut-il faire de ces fauteurs de troubles et de ces mécontents? Alors que les traîtres et les radicaux sont pendus comme les chiens qu'ils sont, il n'y a pas de moyen d'exécution suffisant pour étouffer les braises de la traîtrise qui enflamment le cœur des Balkanites. Comment peut-on prouver notre intention d'unité, notre pouvoir, notre place accordée par Dieu à la tête de l'Europe? Va falloir que tu m'expliques à quel moment Dieu t'a dit « Mon fils, ton destin est de conquérir l'Europe. » Je sais pas, mais dans ma tête, excusez-moi, mais Dieu, il a pas parlé à un homme depuis bien longtemps. Et je suis pas sûre que Dieu, il t'aurait dit de faire ça. Non, certainement pas. Par la force des armes. Le pendu ne peut inspirer la peur que dans le cœur de quelques dizaines. Une bonne armée peut la provoquer chez des millions. Peut-être avons-nous le nombre, mais nous ne sommes pas les seuls. Les Russes et les musulmans peuvent rallier des hordes sous leur bannière. Mais ce n'est que du bétail indiscipliné. Ce qui sépare l'homme de l'animal n'est pas sa supériorité numérique, non, mais sa supériorité intellectuelle, prouvée par sa vivacité d'esprit et sa ruse. En soi, oui, mais aussi par sa supériorité, hein, parce que je peux te dire qu'un dauphin, c'est très intelligent également, donc... Il y a des animaux qui sont aussi, voire plus intelligents que nous, mais concrètement, nous, on a déjà plus de technologie pour les surpasser, quoi. Et on est surtout beaucoup plus nombreux. Même si je pense qu'une bataille entre le règne animal et l'homme, je suis pas sûre qu'on gagne non plus, hein. Chers concitoyens, j'ai dédié ma vie à la construction d'une preuve que cette ruse à laquelle personne ne pourrait s'opposer
Loué soit le Tout-Puissant. C'est par le biais d'armes supérieures que nous parviendrons à concrétiser notre grand projet. Aussi bien dans notre patrie qu'à l'extérieur. Donnez-moi les usines, donnez-moi les effectifs, donnez-moi la chance de servir notre empire grâce à ma ferveur, et je transmettrai à notre peuple l'épée ardente qui illuminera la voie d'une Europe civilisée. C'est par ces méthodes et par elles seules que nous trouverons les réponses aux questions qui nous tourmentent aujourd'hui. Alors, ça voudrait donc dire que ce mec voulait certainement avoir... alors, à mon avis, il a dû développer certaines des armes du SCP. Mais je pense que ce cher, comment il s'appelle déjà, Mathias, a eu vent du projet du docteur Durand et a tenté soit de le capturer, soit de le buter. Documentation numéro 32, nous avons un télégramme envoyé par Jean Durand à Mathias. Ok. Donc il l'a envoyé de Paris et ça date du 28 avril 1912. Et considérez votre proposition, doit refuser, méthode inférieure sans rapport avec mes propres recherches. Vos objectifs sont de conquête, les miens de paix, cordialement. Oh! Donc Mathias, il avait contacté du coup Jean Durand pour travailler sur la fabrication d'armes. Ouh. Et du coup, Jean Durand, il a refusé. Parce qu'il a très bien cerné le personnage. Bah écoute, bonne année à toi aussi. Et aussi la santé, bien évidemment. Bonne année. Document 39. C'est un mémorandum non daté du général Félix von Bottmer, c'est comme ça que je le prononce, moi en tout cas, de l'armée impériale allemande à un subordonné non mentionné. Prenons effet immédiat. Le lieutenant Nemes est assigné à votre unité comme conseiller. Les armes expérimentales doivent être déployées uniquement sur ordre du lieutenant Nemes. Malgré le potentiel de percer le front roumain, il n'est guère sage d'utiliser ces choses impies jusqu'à ce que leur efficacité soit connue. Les rumeurs d'un développement similaire chez les tsarits restent sans fondement. Donc, ça veut dire que là, concrètement, Mathias a développé certaines des armes du SCP. Il est devenu conseiller, du coup, d'une unité d'infanterie. Lui seul pouvait donner l'ordre d'utiliser les armes qu'il a utilisées. Mais concrètement, il faut d'abord tester pour voir l'efficacité de ces armes. Parce que, bon, on sait très bien qu'à partir du moment où tu fabriques une arme, si elle est mal fabriquée, tu peux potentiellement faire buter le mec qui est en train de tirer. Voir les copains qui sont tout autour. Donc, à utiliser en cas d'extrême urgence pour le moment. Et il semblerait qu'il y ait une rumeur comme quoi les Russes auraient aussi un développement d'armes similaires, mais pour le général Félix, en tout cas, c'est sans fondement. Mais nous, on sait. On sait qu'il y a le docteur Jean Durand qui est chez les Russes, là, en ce moment. On le sait. Document numéro 52. C'est une lettre du soldat... Putain, pardon. Alors, moi, je lis. Piotr Avtukov. Et pardon pour la prononciation. Ayant pris part à la bataille des Bois. Ah, donc lui, ça doit être l'un des survivants qui a été enterré vivant après derrière. Peut-être. Très chère Nadia, le maudit français que les hommes ont choisi pour les guider parlait de paix. Il parlait d'armes si effroyables que l'ennemi se rendrait sur le champ. Nous étions des idiots. Nous avons couru dans les tranchées avec les fusils des morts et des bâtons de fortune. Nous l'avons cru comme nous croyons ceux qui avaient encore de quoi subsister. Nous n'avons jamais réfléchi d'où venait cet homme. Nous ne sommes pas demandés non plus pourquoi il avait ses armes. Nous en fichions. On voulait vivre. Nous n'avions jamais envisagé que l'ennemi puisse avoir les mêmes armes que nous. Je ne pense pas que le français l'ait envisagé non plus.
Ah donc en fait, non, c'est pire. Le mec a copié le travail. Il a copié le travail du docteur. Oh l'enfoiré. Je ne peux imaginer qu'un homme sachant ce qui allait se passer soit resté. Peut-être que le français n'est pas un homme, peut-être qu'il est autre chose. D'accord, donc en gros, il est en train de dire qu'il est resté se battre malgré le fait qu'il savait pertinemment quel genre d'armes il y avait de l'autre côté, étant donné que c'était les siennes. Putain, en fait, en gros, le connard... Oh, mais Mathias, il a copié en fait le travail de Durand, c'est ça en fait qui s'est passé. Il a réussi à développer les mêmes armes que lui. Comment, aucune idée. Il y a certainement eu de l'espionnage qui fait qu'il a récupéré les documents, mais... Oh putain, d'accord. Je suis assis en ce moment dans un trou que j'ai creusé quelque part dans la forêt. J'aurais dû courir dès que j'ai vu les Allemands prendre Gilov pour cible. Ce n'était pas des balles qu'ils ont tirées. Je n'ai pas pu supporter de voir sa tête se faire arracher alors qu'il continuait de crier. Je crois avoir vu des mains séparer sa tête de son corps. D'accord, donc le mec s'est fait décapiter et il a continué à hurler. Alors je sais que quand tu te fais décapiter, tu vis encore quelques secondes derrière, mais... Je pense que ça fait beaucoup, quoi. J'entends Folikov, crier à quelques pas d'ici qu'il peut voir le diable faire rôtir ses enfants. Ça fait 5 jours qu'il hurle la même chose. Ah, donc lui, il s'est pris le gaz hallucinogène. J'aurais dû m'enfuir à tant d'occasions. Le français nous avait donné une nouvelle arme à gaz. Nous avons commencé par refuser. On se souvenait tous de ce qui s'était passé en Roumanie. Mais il nous promit que ce serait différent, que cela pourrait les vaincre sans les blesser. Donc c'est le gaz hallucinogène, à mon avis. Qui veut encore un bain de sang, nous dit-il. On ne pouvait être plus d'accord avec ça. Donc plus que d'accord, à mon avis, il manque un mot. Nous fîmes feu au mortier sur une position ennemie. Un gaz bleu étrange pointa entre les arbres et le français nous mit en garde d'avancer. Encore une chose, dit-il. Il prit un de nos fusils, puis après avoir visé, tira une fois. Avant que nous ne puissions demander ce qu'un scientifique connaissait dans le maniement des armes, nous avons dû hurler. Il avait touché un des Allemands. Me tendit une paire de jumelles, jette un œil, dit-il. Je vis l'Allemand, à qui il manquait la moitié de la tête, ne cessant de hurler. J'ai tout vu dans cette guerre, mais jamais le visage que firent les camarades de l'Allemand en regardant leurs camarades. Le Français, de son effroyable voix calme, ajouta que son tir avait emporté qu'un quart des tissus cérébraux du soldat. Ainsi pour causer la mort, précisa-t-il, mais regardez. Non, dit le Français, sans les blesser du tout. Je vous ai accordé le don de la vie sur nos ennemis. Qui peut donc s'opposer à cela, demanda-t-il. Attendez, faut que j'aille vérifier un truc, parce que peut-être que je me suis gourée. Ah non, c'est ça. Donc les obus, donc c'est ce qu'a tiré le gars, c'était le gaz en fait ce qui provoque la capacité des cellules à stopper les forces vitales. Donc en fait là, il vient... Oh putain, donc en fait là il vient de... Oh d'accord, j'ai compris. Il vient de donner l'immortalité aux soldats russes. Donc en fait potentiellement les soldats russes qui étaient encore vivants et qu'on a retrouvés du coup dans la fosse commune, bah c'était les Russes. En tout cas une bonne partie des Russes, je pense, parce que il devait certainement avoir l'Allemand là qui a une bonne partie du crâne pété quoi. Alors j'ai dû partir vomir, c'est plus français. Derrière quelques buissons. Je ne l'avais pas fait depuis les premières tranchées, qui en effet auraient pu continuer à combattre après une telle horreur. Mais nous combattîmes. Une fois, un de nos groupes fut pris en embuscade et poursuivi sur une plaine. Les premiers hommes qui passèrent les arbres furent touchés par quelque chose qui leur prit leur peau.
Je ne peux dire pourquoi voir des hommes être mis en morceaux n'est pas aussi effrayant que de voir un corps soigneusement écorché sur le champ de bataille. Mais notre groupe finit par se disperser. Nous ne sommes plus des armées, plus maintenant. Nous sommes des animaux piégés ensemble dans la forêt, incapables de comprendre. Parfois, quand Verikov dort, j'entends le français dans le bois vociférant en hongrois. Il hurle et rigole. Je préférerais presque entendre D'accord. Je vais crever dans ce trou. Je suis trop effrayée par ce qu'il y a au-delà pour faire quoi que ce soit. Maquin, c'est comme ça que je prononce, ou Minkin peut-être, va essayer d'affronter ces horreurs dans les bois pour s'échapper. J'envoie cette lettre avec lui en espérant qu'il y parvienne. En lui donnant, il plaisanta sur le fait qu'on lui donnerait une place dans la fonction publique après la guerre pour avoir livré une lettre en provenance de l'enfer. Je suis pas certain qu'il ait tort. Au revoir, Piotr. D'accord. En fait, je pense que ce qui s'est passé concrètement, c'est que à mon avis, Nemes, il savait que Jean Durand, il développait du coup ses armes avec les Russes. Et il l'a poursuivi pour tenter de le tuer. Ou en tout cas le capturer et le forcer à coopérer avec lui. Et c'est ça, moi ce que je trouve extraordinaire avec ce SCP, c'est que on sent tout le problème justement dans la philosophie du coup du docteur. Le fait est que... Oh, ça suffit! Ça suffit! Je peux jamais être tranquille, moi, quand je live. Hein. C'est un truc de malade. Oh! J'ai de couper les notifs. Hop, voilà. Oh! Oui, donc comme je disais avant de me faire couper, ce qui est extraordinaire en fait avec ce SCP, c'est vraiment qu'on voit toute le problème psychologique en fait de la philosophie en fait du docteur. C'est le fait que tu peux essayer de développer des armes tellement puissantes qu'elles vont effrayer tout le monde entier et ça va stopper les guerres. Mais le problème, c'est que derrière, t'auras toujours un mec diabolique qui va essayer de les utiliser pour faire du mal et pour tuer un maximum de gens et pour conquérir le monde. Faut toujours se dire que de toute façon, si tu as une bonne philosophie, si tu penses que ton truc est juste, t'auras toujours quelqu'un qui pensera pas de la même manière que toi et qui utilisera ton invention à mauvais escient. Toujours. Et c'est pour ça aussi qu'il est extrêmement important que les SCP soient confinés par une organisation qui est bien et qui n'a pas de pensée derrière, comme la Fondation. Parce que chaque SCP pourrait être utilisé à mauvais escient. Tous. Tous les SCP peuvent être utilisés à bon escient, mais tous les SCP peuvent aussi être utilisés à mauvais escient, et quelle que soit leur classe. À tout à l'heure. Donc en soi, tous. Le problème en fait de la pensée du docteur Durand, c'est qu'en fait elle est trop utopique. Elle est utopique. Comme je le répète un peu, mais
si toi, t'as une pensée beaucoup plus positive, très positive, t'as forcément quelqu'un qui a une pensée très négative. Toujours. Donc en soi, c'était pas une bonne idée. Et heureusement que concrètement, on a les armes. Heureusement que ce SCP a été découvert très rapidement, 2 mois après la bataille. Parce que, imaginez ne serait-ce qu'un seul instant que des organisations comme l'Insurrection du Chaos, la Coalition mondiale occulte, tous les groupes d'intérêt nocifs, les enfants du roi par exemple, imaginez tous ces groupes d'intérêt avec de telles armes. Avec les armes du docteur Durand. Bah, la Fondation n'aurait jamais pu, en fait, ne pourrait jamais les combattre. Et elle aurait été obligée d'utiliser des SCP. Chose qu'elle fait pas. Ou alors à de rares occasions. Moi, je trouve que ce SCP, c'est une leçon de vie. C'est malheureusement une leçon de vie et ça reflète à mort la pensée humaine. Les guerres ne se finiront jamais. Hop, faut que j'éteigne ça. Donc, en fait, le problème, c'est que d'un autre côté, je suis extrêmement contente du coup que tout ça se soit fini, parce que du coup, Mathias est mort. Et le peu de survivants qu'on a retrouvés de la bataille, bah, on les a incinérés parce qu'ils étaient tellement traumatisés que c'était même pas possible en fait de... On pouvait même pas leur parler en fait. Et dans l'eau devait certainement avoir Durand. Donc en soi, c'est malheureux à dire, mais d'une certaine manière, heureusement en fait que toutes ces personnes, en fait, en tout cas Mathias et Durand, tous les deux, soient décédés. C'est quand même mieux ainsi. Parce que même si la pensée de Durand était très louable, remplie d'humanité, bah en fait, t'auras toujours quelqu'un comme Mathias qui va essayer de contrer tout ça et qui va utiliser tout ça à mauvais escient. Tout comme aujourd'hui, ben, si Durand avait vécu aujourd'hui, bah tu peux être sûr et certain que tous les dictateurs de ce monde, je suppose que vous en avez un dans la tête en ce moment même, ben, ça aurait utilisé ses armes pour tuer des gens. Et surtout surtout en sachant que Durand, il a développé ses armes chez les Russes. Imaginez les Russes aujourd'hui avec les armes de Durand. Ça aurait été l'apocalypse. La guerre d'aujourd'hui serait certainement autre chose. Alors, c'est malheureux à dire. Mais c'était mieux que Durand, il meurt également. Parce que s'il avait continué son idée de s'il était resté vivant, il aurait continué son idée et ça aurait pu mettre à mal l'humanité aujourd'hui.